Nous allons donc discuter d'une thématique qui est au fond assez transverse. Pourquoi avons-nous choisi cette thématique de la transition écologique? Parce qu'elle va nous permettre de parler de beaucoup de sujets du logement, et pas seulement du problème de la transition, mais aussi de tous les problèmes qui sont autour de ce sujet. Et dire qu'ils sont nombreux est une litote. Et donc, pour parler de ce beau sujet, sont autour de moi Emmanuelle Cos, qui est présidente de l'Union sociale pour l'habitat, Philippe Pelletier, qui est président du plan bâtiment durable, et sont nos deux grands témoins. Donc, ils vont introduire ce débat avec des questions qui vont être en même temps pertinentes et peut-être un peu coruscantes. C'est ce qu'on souhaite le plus possible. Et puis, nous en débattrons également par ordre alphabétique avec Benoît Apparu, donc Emerige, Olivier Bocobzas, il nous rejoint tout à l'heure de BNP Paribas Immobilier Real Estate, Stéphane Dallier, Nexity, Jacques Herman, Altarea, Anne-Sophie Grave, CDC Habitat, et Marc-Antoine Jamet, qui est notamment maire de Val-de-Reuil. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite avec nos deux grands témoins. Pardon? J'ai oublié quelqu'un? Non, bon, alors ça va. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec nos grands témoins, et je vais passer la parole immédiatement à Emmanuelle Cos. Ben oui, cette question de la transition écologique pour le monde du logement social, mais bien au-delà, quels sont les enjeux, chère Emmanuelle? Vague question. Déjà, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation. Oui, ça marche. Il faut le laisser bien. Il faut jamais être près de moi, voilà, faut que j'arrête de bouger. Je pense que, en tout cas, mon point de vue sur ces enjeux-là, c'est tout d'abord un point de vue un positionnement. Et je ne pense pas qu'on ait encore tous fait ce pas-là, c'est d'admettre que la transition écologique, c'est pas une option. C'est-à-dire qu'on doit faire avec. Et c'est pas le truc à côté, c'est pas ce qu'on va faire en plus de tout ce qu'on fait. Tous les artisans de la fabrication de la ville, du logement, de l'immobilier, aujourd'hui, s'ils ne voient pas qu'ils doivent s'inscrire dans cette transition, en fait, ils vont faire une ville qui est totalement dépassée, et surtout, ils vont vite sortir du sujet, et sortir y compris des enjeux. Et ça, c'est une première question, parce que cette mutation, alors on peut parler de mutation, de révolution, de transition, ça dépend en fait de ce qu'on met dedans comme rythme et comme à-coup. Mais en tout cas, je pense que c'est la première question. Et donc, ça veut dire que si on change totalement de positionnement, y compris dans la manière dont on voit demain le logement, les bureaux, l'usage de la ville, la mobilité, c'est un changement très important. Et on n'y est pas totalement prêt. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas le choix. Et y compris plusieurs raisons à ça. D'une part, vous le voyez, il y a des évolutions scientifiques, enfin l'analyse scientifique des enjeux du dérèglement climatique se sont accélérées. Moi, je le rappelle toujours, puisque vous le savez que j'ai été une militante écologiste, on se disait, il y a 10 ans, on se disait qu'on avait jusqu'à 2050. Aujourd'hui, on n'est pas à 2050, on discute de 2030. Les choses se sont accélérées considérablement au même moment où notre conscience a commencé à grandir sur ces sujets-là. Donc, on a perdu beaucoup de temps. Et puis, par ailleurs, les nouvelles générations, nos clients, quel que soit ce qu'on fait, ils nous demandent tous des comptes sur ce sujet-là. Les pouvoirs publics aussi. Souvent pas assez. Mais néanmoins, il faut qu'on se rende compte qu'on a une responsabilité immense sur le sujet et donc qu'on n'a pas le choix. Après, la question, un des enjeux, c'est comment on fait. Parce que ça a des répercussions assez fortes, évidemment, sur notre manière de travailler, sur notre capacité à faire, sur changer des habitudes que nous avons depuis 50 ans sur la manière de fabriquer la ville, les logements, les bâtiments, sur aussi un changement des modèles économiques, et je dois le dire aussi, la faible valeur environnementale, elle permettait de faire beaucoup d'argent. La haute valeur environnementale, est-ce que demain, elle produira les mêmes valeurs économiques? Je ne sais pas, je pose la question. Ici, il y a des gens qui ont fait le pari que la haute valeur environnementale dans leur production était la clé de la réussite économique de leurs entreprises. Ce sera un de nos sujets, ça. Oui, mais je pense qu'ils ont raison. Mais c'est quand même un sujet, on va quand même se parler, on est dans l'immobilier, on n'est pas non plus... Bref... Vous n'êtes pas tous dans le logement social à réinvestir l'ensemble de vos loyers. Bon, mais c'est une question très importante. Et puis après, il y a comment on fait. Et c'est une des difficultés sur la décarbonation. Alors je dis ça y compris devant Philippe Pelletier, qui a quand même depuis longtemps essayé d'acculturer l'ensemble d'un secteur économique à ces questions-là. Mais on voit les freins, on voit la difficulté, on voit
l'entraînement, en fait, c'est compliqué. Alors, y compris avec toujours cette question entre les obligations qui nous forcent un chemin, et parfois on se dit que c'est pas la meilleure des choses. On voit bien les débats sur les réglementations environnementales, y compris sur la RE 2020, on a plein de choses à dire. Même si on veut faire les choses les plus vertueuses, il y a aussi beaucoup de critiques à apporter à ça. Et en même temps, quand il n'y a pas d'obligation, on n'y va pas. On voit bien aujourd'hui que, par exemple, la loi climat et résilience, avec tous les enjeux sur l'obligation de rénovation, change complètement la donne. Donc ça, c'est très important. Et puis la dernière chose quand même, pour pas être trop longue, c'est que moi je pense donc qu'on n'a pas le choix, qu'il faut faire ce tournant qui est peut-être en effet une révolution et que ça peut créer des crises. Mais par ailleurs, on ne peut pas brandir les enjeux environnementaux, écologiques, de biodiversité et tout ça pour en fait décider de ne rien faire. Et je le dis d'autant plus que mes convictions font que je suis quelqu'un qui défend énormément ces enjeux-là. Mais on peut agir même, enfin on peut produire du logement et respecter la biodiversité. On peut travailler. Le ZAN n'est pas un frein s'il est fait intelligemment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit bien aussi comment certains ont utilisé tous les enjeux environnementaux pour en fait avoir une vision complètement gélifiée, je ne sais pas exactement comment le dire, oui, de la question immobilière et de dire on arrête tout, on fait rien et en gros on se retrouve nous avec nos projets complètement enquistés. Les besoins sociaux en matière d'habitat, mais aussi en matière de lieu de travail et de comment le travail va changer, exige des lieux différents d'autrefois, sont là. On est un certain nombre à être dans beaucoup de réunions longues et fastidieuses pour refonder la politique. Pas ici, bien sûr. Pas ici. Mais moi, quand on m'explique encore qu'il n'y a aucun besoin de logement, alors que quotidiennement, oui, et ça, je dis ça oui, devant Marc-Antoine, quotidiennement, enfin tous les gens qui voient des vrais gens tout le monde vous parle de ses besoins de logement toute la journée, mais certains estiment qu'il n'y a aucun besoin, aucun problème. Et une des difficultés à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est qu'autrefois, on avait d'autres arguments et aujourd'hui, on utilise des enjeux environnementaux pour dire qu'il ne faut pas faire. La question, c'est comment on fait en faisant les deux. Répondre à des besoins sociaux ou d'activités économiques et répondre à la préservation de la planète et à l'accélération du dérèglement climatique. Moi, je pense que c'est possible. C'est un tournant économique et de savoir-faire énorme pour les artisans de la ville. Mais sincèrement, si on ne prend pas ce tournant-là, en fait, on va arrêter de faire notre métier. C'est surtout ça le sujet, que ce soit dans le social ou dans l'activité privée. Donc voilà quelques réflexions plus que des questions. Absolument, mais on va avoir l'occasion de se poser plein de questions. Et moi, moi c'est mon dada, hein, l'histoire d'entendre en permanence qu'il ne faut plus construire de logements parce que c'est la solution et l'alpha et l'oméga de tout, et qu'au fond, si on ne construit plus, on n'aura plus de problème. J'ai peur que ce soit une solution qui soit suicidaire, parce qu'au fond, on peut aussi décider de ne plus respirer, mais j'ai peur que ça ne soit pas une bonne idée collective. Alors, donnons la parole à notre grand témoin, Philippe Pelletier, qui, depuis effectivement de nombreuses années, œuvre au plan bâtiment durable. Et donc, sur une question comme celle-là de la transition écologique, cher Philippe, quelle question avez-vous envie de poser ou quelle problématique avez-vous envie d'introduire? Je vais dire aux membres de cette table, pas vraiment ronde, tous ceux qui sont à la tribune, la triple attente que j'ai de leurs échanges. La première, c'est de leur demander de bien mesurer l'exigence du titre de cette séance, qui ne nous parle pas, comme on le fait trop, de transition énergétique, mais qui parle de transition écologique. La maille est largement ouverte. Vous avez à parler énergie, vous avez à parler évidemment carbone, mais vous avez aussi à parler à travers l'angle écologique des hommes et des femmes pour lesquels les logements qu'on transforme ou qu'on construit sont destinés. Vous avez à parler de la nature autour de cet immobilier. Bref, soyez attentifs à l'idée que c'est de transition écologique qu'on vous demande de parler. La deuxième attente, Emma l'a évoqué d'un mot, c'est entendre de la part des acteurs de l'immobilier que vous êtes, comment vous gérez le temps.
la temporalité de l'action, la temporalité de la transition, parce qu'on est avec des exigences souvent contradictoires. Notre action s'inscrit dans du temps long, et Emma a eu raison de dire que 2050 se rapproche à 2030. On est dans du temps immédiat avec les exigences de sobriété qui nous sont posées pour réussir les prochains hivers. Et ces temporalités-là, il faut que l'on sache que les actions positives que l'on fait aujourd'hui déploieront des effets à long terme, à 30 ou 50 ans. Et il faut que tout cela cadre avec la temporalité des opérations immobilières que vous conduisez. Donc le temps me paraît quelque chose sur lequel il y a un besoin de réflexion collective et je serais intéressé de vous entendre. Et puis la troisième attente, c'est de parler des acteurs de cette transition écologique. Il y a quelques jours, il y avait un papier dans les Échos qui était intitulé sans doute à peu près comme cela, « L'humain, l'angle mort de la transition écologique ». Et les auteurs de ce papier nous expliquaient que on passe nos journées à parler des ouvrages, à parler de la demande, de l'attente, de la mise en mouvement de la société, de la massification, et qu'on avait d'énormes enjeux d'emploi et de compétences pour satisfaire cette demande. Et l'article disait que c'était là probablement que se trouvait le cœur de la réussite ou de l'échec de nos efforts de transition. Donc je voudrais vous entendre là-dessus. Ça concerne à la fois la mise à niveau de la maîtrise d'ouvrage dans les exigences qu'elle pose. Ça consiste à ce que les territoires, les élus locaux aient l'intelligence d'adapter leurs règles avec des hommes et des femmes formés aux nouveaux besoins de cette transition. Et puis, c'est tout ce sujet de la production de ces logements, que ce soit la construction ou la rénovation, qui appelle sur l'ensemble du territoire des forces plus abondantes et plus performantes. On a là un sujet majeur. Donc, dans vos interventions, si vous voulez répondre à mon attente, parlez de cela, en somme, quelle offre de transition nous proposons à notre pays. Ça sera un sujet aussi pour les architectes, et j'en vois plusieurs dans cette salle. Et donc, ça sera aussi un bon sujet à leur poser. Alors, on va commencer tout de suite, les enfants. Maintenant que nos grands témoins nous ont demandé, avec force et conviction, de répondre à quelques questions, je vous propose qu'on fasse un tour de table et puis on reviendra sur des sujets. Je vais commencer par Anne-Sophie Grave, qui est à ma droite. Anne-Sophie Grave, qui est la patronne de CDC Habitat et donc qui construit quelques petits logements en France et qui en possède quelques-uns aussi. Alors, pour une maison comme CDC Habitat, qui est le premier bailleur français, quels sont les enjeux de cette transition? Et puis répondre, bien entendu, sous votre contrôle, aux questions qui vous ont été posées par nos grands témoins. Oui, merci Pascal. Bonjour à tous et toutes. Oui, alors pour CDC Habitat, la question effectivement du défi de la transition écologique se pose à la fois effectivement sur le parc existant, puisqu'on gère 500 000 logements sur la métropole et l'outre-mer, se pose bien sûr sur les logements aussi qu'on produit, sur la production nouvelle, et se pose aussi pour les investisseurs en fait, qui nous accompagnent sur cette production. Donc je vais refaire ces 3 temps, mais je vous rassure, pour mes voisins, rapidement. Mais si 3 temps, c'est formidable. Voilà, donc sur le parc existant, donc nous on est plutôt en avance en fait sur ce sujet des réhabilitations thermiques. Alors, parce que vous avez peu de logements fatigués. Alors on a beaucoup de logements, mais en fait on a pris ça depuis plus de 10 ans. Et donc aujourd'hui, la moyenne de notre parc est en C, il reste plus que 1% de notre parc en F et G. Donc on va traiter, bien sûr maintenant on va accélérer sur les logements qui sont en E avec cet horizon de 2034, mais avec l'ambition de finir avant.
Donc je dirais, si je veux résumer, que sur la consommation énergétique de notre parc, on est plutôt avec un parc vertueux. On a une consommation moyenne de 134 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Pour situer, on est en C. Voilà. Tout le monde en rêve. Mais, comme Philippe Pelletier nous a encouragé à ne pas parler que de la consommation énergétique, c'est vrai que jusque-là, c'est essentiellement ce que l'on regardait. À partir de maintenant, on va aussi suivre beaucoup mieux les émissions de CO2. Voilà, donc là, on s'est refixé d'autres objectifs plus ambitieux, et pour revenir à ce que disait Emmanuel Cos, à horizon 2030 sur, je dirais, l'émission de CO2. Aujourd'hui, pour vous donner des ordres de grandeur, on doit être à peu près 23, alors là, c'est des kilogrammes de CO2 par mètre carré par an. Et notre ambition est donc d'être vraiment sur la trajectoire 1,5 degré à 2030, et donc d'être à 15 kg de CO2 par mètre carré par an. Voilà, donc là, c'est, je dirais, des exemples très, très concrets de ce que l'on va faire, avec une préoccupation, mais sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est peut-être plus pour le débat, c'est que, donc ça c'est notre parc, mais effectivement avec la loi climat, on se dit qu'il y a des logements énergivores qui vont sortir du marché locatif à horizon 2025 et 2028, et là effectivement on se dit voilà, il faut qu'on soit aussi en capacité d'apporter des solutions peut-être sur ces reprises de patrimoine pour faire les travaux et les remettre sur le marché, mais ça sera peut-être l'objet du débat tout à l'heure. Donc premier sujet, notre parc existant. Deuxième sujet, la production de logements, puisque effectivement, forcément, on a le sujet de la consommation des espaces et du ZAN. Donc nous, on a pris, enfin, notre conviction, effectivement, c'est qu'une partie de la production de demain se fera quand même pour une bonne part par du recyclage de bâtiments, de la reconversion de friches. Et donc, depuis 2021 et surtout 2022, on a pris une sorte de tournant un peu déterminé pour aller beaucoup plus sur ces questions de recyclage foncier par rapport à ce qu'on pouvait faire précédemment. Donc, je ne développe pas plus, mais voilà comment on travaille aujourd'hui. Et puis, bien sûr, mais là, comme je dirais, tous nos voisins qui produisent du logement aussi, on s'est fixé des ambitions sur la production neuve, d'être plutôt en anticipation sur la RE 2020, c'est-à-dire que chaque année, en fait, une partie de notre production cible l'échéance en 2025 de la RE 2020, puis une fois qu'on sera en 2025, l'échéance 2028 de la RE 2020, voilà, pour aussi, d'abord il faut apprendre, hein, il y a la question de la filière qu'a évoqué Philippe Pelletier, il faut aussi, je dirais, s'approprier ces nouvelles normes et apprendre à faire des logements comme ceux-là. Je vous interromps, pardon, est-ce qu'il y a aussi des objectifs de masse de production? Parce que c'est aussi une des questions dont on se posait, c'est-à-dire vos logements, ils vont être en avance sur la réglementation, mais est-ce que vous en produisez un choupillou moins que dans les années précédentes, ou est-ce que vous avez toujours pour ambition de produire un peu plus? Alors, l'ambition est là, mais le contexte est difficile. Le contexte est moins là, voilà. Entre, voilà, je pense que tous les professionnels qui sont dans la salle le savent bien. Entre oui. L'augmentation, les coûts des matériaux, l'énergie, l'inflation, les taux d'intérêt, tout ça fait que aujourd'hui, la conjonction de ces facteurs fait qu'on est quand même un peu freiné, géré dans nos ambitions pour arriver à sortir le nombre de logements qu'on souhaiterait sortir. Pardon, je vous ai interrompu. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et de la même façon qu'on aura peut-être le débat sur la densité aussi, puisque qui dit ZAN dit recyclage, mais dit aussi, voilà, est-ce qu'on construit plutôt plus dense, comment on le construit, comment, puisque Philippe nous a encouragé à parler de l'humain, comment aussi c'est acceptable, voilà, pour nos concitoyens. Donc, voilà, je pense que c'est un autre élément du débat. Et enfin, pour pas être trop longue, nous on travaille aussi donc donc dans nos 500 000 logements, en fait, on a 80% de logements locatifs sociaux et 20% de logements locatifs intermédiaires ou libres. Et sur ces logements locatifs intermédiaires ou libres, on travaille effectivement avec des investisseurs, et on voit bien effectivement que les investisseurs, je dirais, sont à la recherche d'actifs verts. Et je vais pas dire ils ne sont pas prêts à payer une surprime pour l'instant pour des actifs verts. C'est aussi un petit sujet. D'autant plus que les rentabilités se dégradent avec les prix de revient qui augmentent et puis les taux d'intérêt qui augmentent. Mais néanmoins, voilà, on voit que c'est quand même déterminant aujourd'hui dans le choix des investisseurs, notamment institutionnels, d'avoir des actifs verts. Enfin, nous, on a une expérience en mettant un portefeuille important en 2022 de logements sur le marché, puisqu'on a mis plus de 7000 logements sur le marché. Et le fait, effectivement, d'avoir un portefeuille
portefeuille avec une cotation très bonne, que ce soit sur la consommation énergétique, mais aussi sur les émissions de CO2, ça a été déterminant effectivement dans l'intérêt des investisseurs pour ce portefeuille. Alors, merci Anne-Sophie. On reviendra vers vous, bien entendu. Alors, avant de donner la parole aux 3 promoteurs formidables qui sont avec nous sur ce plateau, on va se tourner vers l'élu qui représente bien d'autres élus, mais qui représente aussi une ville extrêmement intéressante, qui est Val-de-Reuil, qui est cette ville qui est à 100 km pétante de Paris, ville de la grande époque gaulo-popidolienne, des décisions urbanistiques un peu, je ne sais pas comment les définir, un peu techno, et qui a transformé sa ville. Ah si, toute personne qui a été à Val-de-Reuil avant votre élection et maintenant peut en parler. Et donc, Marc-Antoine Jamet, pour un maire comme vous, d'une ville de cette diversité, de cette complexité aussi, la transition écologique, quel est le défi que vous rencontrez ? Deux choses d'abord. Ce qui m'a inquiété, c'est que j'ai entendu que le ministre du Logement ne s'occupait pas assez du logement. Comme il est ministre du Logement et de la Ville et qu'il ne s'occupe pas non plus assez de la ville, je m'inquiète de ce à quoi... Enfin bref, je sais pas. Pardon de faire une petite parole politique, mais, oui, mais partout, mais partout on n'a rien entendu, voilà, bien entendu. Comme tous ceux qui s'intéressent à la politique de la ville ne le voient pas, alors qu'Olivier Klein est un type remarquable et qui a porté sur les épaules une ville que peu de gens auraient été capables de porter. Mais c'est étonnant. Deuxième chose, je m'inquiète parce que j'ai bien compris, après les grands témoins, il y a le petit témoin. Donc nullement. Je serai le petit témoin, je verrai les choses par le bas. Pourquoi transition écologique et transition énergétique en ayant l'impression que je vais faire de la peine à Philippe Pelletier en étant très énergétique? Le petit témoin, une ville aujourd'hui, l'obligation dont a parlé Emmanuel Cos, elle est évidente, et je vais en donner 10 raisons. Dans une ville comme Val-de-Reuil, qui fait 15 000 habitants, qui avait 93% de logements sociaux, qui en a 53% aujourd'hui et qui essaie de se transformer, il y a 10 obligations. 10 obligations qui font que c'est vraiment une ardente obligation. La première, c'est la naissance. Vous l'avez dit, Pascal, on appelle la ville de Val-de-Reuil la ville atomique. Pourquoi ? Parce qu'elle avait un mode de chauffage qui s'appuyait à la fois sur les centrales nucléaires et des grille-pains. Des grille-pains, c'est ce qu'on voyait partout, ces petits trucs électriques complètement pourris qui rouillent aujourd'hui. Et puis les centrales nucléaires, parce qu'elle était censée vivre de l'abondance énergétique et de l'énergie à faible coût. Donc, nécessité presque historique de transformation. La deuxième chose, c'est parce que dans une ville très pauvre, moi je suis maire de la 14e ville la plus pauvre de France, la plus pauvre de Normandie, des 5 départements. Il y a Deauville, mais il y a également Val-de-Reuil. C'est une dimension sociale. Il faut que vous sachiez que l'énergie, quand vous construisez, ceux qui sont autour de nous, on l'appelle à Val-de-Reuil le deuxième loyer. C'est-à-dire qu'on paye un premier loyer, puis on paye un deuxième loyer à EDF ou un deuxième loyer aux fournisseurs de gaz. Donc socialement, la transition écologique, elle est fondamentale pour que les gens vivent mieux. Philippe a parlé de l'humain. Troisième chose, c'est une question de sécurité. C'est un hasard, j'espère que ce n'est pas Pascal qui a foutu le feu, mais hier, il y a 11 maisons à Val-de-Reuil qui ont brûlé, qui étaient des maisons des années 80. Et bon, on a toujours l'inquiétude du domino électrique et du court-circuit ou d'autres choses, ou du pétrole lampant que les gens dans ma commune achètent pour se chauffer par un moyen accessoire entre 18h30, le moment où ils vont dîner, et 22h30, la fin du film, qui crée des incendies à chaque fois. Donc la transition écologique, quand elle est énergétique, c'est aussi un facteur de sécurité. Quatrième chose, c'est un facteur d'obligation. L'ANRU me demande d'arriver avec un bilan carbone qui soit 50% inférieur à ce qu'il était au début. Cinquième chose, le mix énergétique dans lequel on a fait tomber les gens il y a 10 ans. On leur a dit c'est formidable, les grille-pains c'est fini. Il y a une chose qui arrive, le gaz. Donc, il est pas cher. Je rase les murs dans les rues de quartiers qui ont été entièrement équipés en gaz. Fort heureusement, on a mis également l'eau chaude solaire, beaucoup de panneaux photovoltaïques, ce qui a atténué la casse. Mais quand même, sixième raison, c'est parce que les gens qui arrivent aujourd'hui avec des projets innovants, je pense à Philippe Madec qui a fait un écoquartier que une remarquable ministre du Logement, qui est à ma gauche, toujours à ma gauche d'ailleurs, a inauguré, amène toute une série de choses qui pour le coup sont humaines, c'est-à-dire laisser les rues être envahies par l'eau lors des inondations, faire enlever les voitures des îlots centraux, amener de la végétation, faire du bioclimatisme, mais en même temps trouver une autre énergie. C'est quand même des maisons où on n'allume plus de chauffage avant le 15 février, ce qui est assez remarquable. C'est la sixième. Septième raison, moi j'ai des programmes européens, et alors là aussi c'est une légère contrainte, qui me demande d'être écologique et énergétique. Huitième raison, c'est un peu bizarre de faire un plan de sobriété énergétique dans la ville, de fermer les illuminations de Noël, de voir des gymnases à 14 degrés et un bureau du maire à 12 degrés, si on ne demande pas au même temps aux gens, si on ne leur montre pas que ça va pas, ce que tu as dit, que ça va pas durer éternellement.
quand Philippe a dit qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait l'année d'après, on ne va pas à chaque fois fermer les illuminations de Noël, donc il faut bien chose. Et puis je dis que j'en avais que 10. La 9e, c'est une obligation politique. Moi, j'ai une étiquette qui ne représente plus grand-chose, depuis le congrès de Marseille en tout cas, et avant. Et donc, les gens qui sont agissants dans ma majorité, c'est les Verts et les écologistes. Et donc, il faut bien que je compose, et que l'écologie, qui était pour moi un objectif politique, et sa transition, qui n'était pas un défi, mais quelque chose d'accessoire, devient, et j'en suis persuadé en même temps, hein, mais une obligation politique. Et la 10e chose que je voudrais dire, c'est que j'ai des partenaires nouveaux. J'ai Altarea, ils arrivent dans mon bureau, ils me disent voilà, vous avez qu'est-ce qu'ils vous disent en arrivant dans votre bureau? Ils me disent vous avez des data centers absolument partout. Nous on va récupérer celui de la BNP, qui était d'ailleurs vendu par BNP Paribas Immobilier, et on va en faire le truc le plus écologique de la Terre, en récupération de chaleur fatale. Et ce qu'on veut, c'est le label mondial du premier. Bon, voilà. Donc si à côté d'une, c'est pas pour flatter Jacques Herman, quand les gars arrivent dans mon bureau, moi je suis bouche bée parce que j'ai à peu près arrêté les mathématiques, la physique et la chimie en 5e, moment où tous les profs m'ont saqué. Donc je comprends même pas ce qu'il me dit. Mais à la fin, je comprends que ça va être un truc extraordinaire. Ça va être formidable. Bon. Donc, du coup, la transition écologique devient un défi parce que le partenaire extérieur arrive à ça. Je pourrais dire la même chose sur Nexity, qui va construire une résidence de 82 logements dans ma commune. Là aussi, ils arrivent avec des... Voilà. Donc, il y a 10 obligations qui font que c'est un défi, mais un défi qui n'est pas un défi optionnel. C'est un défi obligatoire. Si moi, je ne prends pas cela, petit maire de province, comme un défi absolu, je reste en gare et je vois tous les trains passer. Voilà. Après, ça pose toutes les questions sur lesquelles on reviendra, du recyclage, des matériaux biosourcés, de l'alternative entre déconstruction, qui a quand même un coût psychologique, et reconstruction. Mais est-ce qu'on préfère le pouvoir d'achat, ou est-ce qu'on préfère le climat, ou est-ce qu'on préfère les souvenirs? Enfin, il y a des tas de questions à aborder qu'on abordera plus tard, probablement. Absolument. Et maintenant, on va donner la parole à nos promoteurs, même si nous avons un promoteur qui est aussi un élu. Mais nous terminerons par lui. Commençons par Jacques Herman, quand il va dans le bureau de Marc-Antoine Jamet ne comprend pas totalement tout ce qu'il lui dit. Non, pardon, oui, c'est le contraire. Naturellement, ne changeons pas les rôles, mais nous, on va comprendre tout ce que nous dit Jacques. Parce que quels sont donc, pour un promoteur de l'importance d'Altarea Cogedim, les enjeux de cette transition, cher Jacques, ou des réponses aux questions que nous venons de poser? Merci. Je pense que, bonjour à tous, la bonne nouvelle en matière climatique et réchauffement climatique, c'est qu'on n'est plus dans le déni. Et pourtant, le déni, c'est une spécialité bien française. On a été dans le déni du réchauffement climatique, après le déni des enjeux énergétiques, le déni de la crise de l'hôpital. Maintenant, on rentre dans le déni du besoin de logement. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais moi, ça m'occupe beaucoup et ça nous occupe beaucoup tous. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le déni en matière de réchauffement climatique, ça a l'air à peu près fini et que maintenant, on passe à l'action. Et je crois que c'est ça dont je voudrais parler aujourd'hui dans cet événement. Et il faut cesser d'en parler et le faire. Voilà. Et donc, concrètement, voilà. Alors, très modestement, chez Altarea, on a démarré à l'heure, puisqu'on s'est occupé, vous savez qu'on est à la fois une foncière et un promoteur. La foncière, elle a démarré en 2010. Elle a réduit depuis 2010 ses émissions de gaz à effet de serre de 67%. Et donc, on a appris plein de choses. Sur combien de logements, ça Non, ça, c'est sur les centres commerciaux. Sur les centres commerciaux, oui, c'est ça. C'est du donc tertiaire. En effet, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors maintenant, sur la promotion logement, qui est le sujet d'aujourd'hui, là, c'est plutôt en termes d'objectifs. On s'est fixé comme objectif de réduire notre empreinte carbone de 37% d'ici 2030. Voilà, donc, et alors là, comment on fait Eh bien, on a lancé en 2022 une trentaine de projets, d'expériences, de tout type pour apprendre. Voilà. Et c'est un petit peu tôt pour en parler, mais on est en train de tirer les expériences de ces 30 pilotes. Ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, il n'y a pas une solution miracle. Il y a une combinaison de solutions en fonction des géographies. Voilà, quand il y a de l'eau chaude dans le sous-sol, on fait de la géothermie. Quand il y a une boucle de chauffage urbain, c'est formidable. Quand il n'y en a pas, on fait autrement. Il y a aussi plein de sujets sur les matériaux, parce que finalement, en effet, il y a l'énergie, il y a les matériaux, et puis il y a le reste, la nature, comme vous le disiez. Et les savoir-faire, Jacques, j'imagine. Et des savoir-faire. Donc, voilà. Alors, par exemple, à ici, Cœur de Ville, qu'on a inauguré, qui est un projet qui est né il y a 6-7 ans, et qu'on a inauguré en octobre dernier, on a une boucle géothermique, voilà, qui va chercher de l'eau de surface à une trentaine de mètres, et qui, par des systèmes d'échange de chaleur, etc., assez sophistiqués que Engie a déployés, permet de subvenir à hauteur de 73%
aux besoins énergétiques de tout le quartier en énergie renouvelable, et 100% au total, parce qu'on consomme un peu aussi d'électricité. Et donc ça, c'est assez remarquable. Globalement, ce quartier, et ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille à l'échelle du quartier, tout prend une autre dimension et on est beaucoup plus fort. Ce quartier a une empreinte carbone de 36% inférieure à ce qu'aurait été un projet conventionnel dans lequel il n'y aurait pas eu tous ces développements énergétiques. C'est des chiffres impressionnants quand même, hein, 36%. Donc le chiffre de 40% est pas fou, mais entre le faire ici, cœur de ville, voilà, avec une grande échelle de quartier, etc., et puis le faire à l'échelle de tous nos immeubles partout en France, c'est une autre histoire. Alors, il y a bien sûr le neuf, il y a la réhabilitation. Notre siège, rue de Richelieu, dont on aime bien parler, en fait, on aurait pu le démolir. On avait un permis de démolir, c'était l'ancien siège des AGF Allianz. Qui était un peu fatigué, soyons honnêtes. Très obsolète, très moche, très bétonné, avec des gros poteaux, rentrés dans un sous-sol et tout. Je me souviens des salles du bar, voilà, là. C'était, voilà. Tout donnait envie de le démolir. Alain Taravella a décidé de ne pas le démolir et de le réhabiliter profondément. Au total, c'est réussi. Et surtout, c'est 13 fois moins d'émissions de carbone que si on l'avait cassé. Et on n'imagine pas bien, d'ailleurs, comment on aurait évacué. Puis dans le quartier, un petit Exactement. peu compliqué, oui. Donc ça, c'est bien. Et après, il y a l'enjeu entre réhabilitation et neuf, il y a le réemploi. C'est un sujet très important. Nous, là, on a un projet qui est l'ancien siège de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à Lyon, un projet qui s'appelle KI. Et là, on va faire massivement appel au réemploi. Et je pense que c'est trois grands chapitres, neuf, réhabilitation, démolition, reconstruction avec réemploi. C'est ça les directions qu'on suit en termes de plan d'action. Je ne voudrais pas être trop long, je m'arrête là. Alors on va donner la parole à Stéphane Dallier, parce que Nexity, c'est aussi des enjeux de ce type-là très importants, Stéphane. Oui, puisqu'on produit à peu près 20 000 logements par an, donc oui. on ne peut pas passer à côté. Et effectivement, sujet. Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans le déni. Je crois que les réglementations successives nous ont poussés à nous améliorer, les élus nous ont poussés à nous améliorer, les aménageurs nous ont poussés à nous améliorer. Et depuis quelques années, et avec une accélération sous l'impulsion de Véronique Bédag, qui a cette sensibilité, on a décidé de ne plus être un simple acteur, mais d'être vraiment en avance sur tous ces sujets. Donc, comme CDC, on a privilégié le fait d'être très en avance de phase sur la réglementation. On fait bien la distinction entre la transition énergétique et la transition écologique, puisqu'on n'oublie pas la biodiversité, avec une démarche que l'on a mis en interne, que l'on a produit, qui est une démarche naturellement, qui permet, avec certains indicateurs, de voir ce qu'on peut conserver en termes de biodiversité, parce que c'est évidemment l'enjeu aussi. Mais plus que le logement et la production de logements, Nexity, c'est un opérateur global d'immobilier, donc on gère aussi beaucoup d'immeubles. On a 700 000 clients particuliers, et tous ces enjeux-là, eh bien, il faut qu'on arrive à les traiter. On ne parle même plus de production de logements neufs chez nous, on parle de production d'offres nouvelles. Donc on a mis en place au niveau des services un accompagnement pour passer d'une étiquette FG à une étiquette largement plus vertueuse. C'est-à-dire ? C'est pas facile. Plus vertueuse aujourd'hui, passer de G à E, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Oui. Il faut passer à D parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, on va devoir refaire la même chose. Mais c'est vraiment pas évident quand on est en copropriété. Donc c'est aussi pour ça que Véronique Bédag, qui co-anime le fameux CNR Logement, pousse aussi ces sujets-là sur les copropriétés. Je crois que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est pas de faire cette transition écologique. Et Emmanuel Cos le disait, on doit le faire. On doit le faire, on sait le faire, et on le fait. Mais comment on fait pour aujourd'hui concilier ce surcoût, puisqu'il y a un surcoût, ce surcoût de cette transition avec le pouvoir d'achat des Français? D'autant plus qu'aujourd'hui, les matériaux, ça ne nous aura pas échappé, ont un tout petit peu augmenté. Même si on peut imaginer que ça revienne à la normale, puisque quand on regarde le cours de certains matériaux, on est revenu à 2021, mais malheureusement, pas en vrai. Oui, quand vous faites le chèque, c'est toujours à peu près le même à la hausse. Et puis, la hausse des taux d'intérêt fait que on a quand même une petite différence entre notre capacité à produire des logements et à un certain prix. Et puis surtout, Stéphane, vous posez la question, mais est-ce que vous y répondez? Alors, on y répond d'autant plus facilement avec le volume que l'on traite.
C'est sûr que pour nous, c'est plus facile d'avoir des prix, d'être approvisionné en temps et en heure quand on fait 20 000 logements par an et qu'on passe pour plus d'1,5 milliard de travaux par an. Ça, c'est sûr. Et puis, notre taille nous permet aussi d'avoir de véritables partenariats industriels. L'année dernière, au Salon de la Construction qu'on avait fait, on a annoncé un partenariat avec Saint-Gobain. Ce partenariat se poursuit sur des vitres sans carbone, sur des plaques de plâtre bas carbone, sur tous ces sujets. Et notre effet taille nous le permet. Mais nous produisons 20 000 logements. La production, elle est plus sur 150 000, 160 000. Alors pas cette année, elle est en train de s'écrouler à mon avis à 120 000. Hélas. Et encore, je suis assez optimiste. Mais on est un acteur parmi d'autres. Maintenant, il faut trouver des solutions pour le faire. Et je regrette quand même que la seule loi qu'il y a eu ces dernières années, le Pinel+, cette loi de défisque, mais qui nous permettait d'aller plus loin dans la simple réglementation RE 2020, bon, on ne sait pas trop où elle va donner. Enfin, on a une bonne idée. On sait que ce n'est pas un immense succès, on va dire. Oui, mais on n'est pas sûr qu'elle dure très longtemps. Mais nous, on prône un peu le bonus écologique. Voilà, parce que déjà, il n'y a pas de raison que ce soit que les investisseurs qui puissent se payer des bâtiments vertueux. Je crois que les résidences principales doivent évidemment le faire. Et si on arrive à trouver une solution sur du bonus écologique, à l'instar des voitures électriques qu'on finance à tout va, alors entre nous, on est qu'entre nous, donc ça va. Oui, on est vraiment entre nous. Là. 80% des batteries sont faites quand même en Chine, donc c'est dommage de payer ça, plus que des bâtiments qui sont faits en France par des entreprises françaises. Voilà. Mais oui, c'est un vrai sujet. Comment on fait pour, d'une manière massive, construire des logements et puis avoir des prix qui soient acceptables. Il y a la réhabilitation, Jacques le disait tout à l'heure. On s'est vraiment lancé depuis quelques années dans deux filiales qui sont spécialisées dans la réhabilitation et je pense que notre production va tourner aux alentours de 10% en réhabilitation. Alors on a aussi cette chance, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'actifs tertiaires qui sont désuets et ça nous permet de les racheter et de les transformer en résidentiels et en améliorant évidemment toute cette transition écologique. Merci, merci Stéphane. Alors maintenant, je me tourne vers Benoît Apparu, qui a plusieurs casquettes, si j'ose dire, parce que c'est le nouveau patron d'Emerige, mais il est aussi maire de Châlons-en-Champagne. Et puis, il a cette particularité que je voudrais signaler quand même, c'est qu'il a été le ministre du Logement, ministre délégué chargé du Logement. Donc, nous avons deux anciens ministres à cette tribune. Et donc, il a aussi la vision très globale de ce sujet, sachant que je pense qu'il y a une quinzaine d'années, pour un ancien ministre du Logement, devenir promoteur, c'était une question. Aujourd'hui, vous noterez que ça n'a été une question pour personne, ce qui me paraît, au fond, peut-être quelque chose de très positif. Mais Benoît Apparu, sur les sujets qui viennent d'être évoqués par les différents intervenants, quelle est, votre vision en tant que patron d'Emerige ? Bonjour à toutes et à tous déjà. Heureux qu'il y ait quand même beaucoup de monde dans cette salle. Mais malgré, oui, mes enfants. Malgré, donc j'imagine qu'on a changé de salle pour en réduire la taille. Mais oui. Ça fait toujours un effet de volume, c'est intéressant. Absolument. Faut s'adapter. Pour répondre, c'est une grande technique de parti politique, on réduit la taille de la salle. Pour puis c'est l'émeute, C'est des grands classiques. Bon. Alors, au-delà de cette boutade, peut-être une première réflexion, on l'a tous évoqué, le sujet de la transition écologique, il est, du point de vue des professionnels qui produisent de l'immobilier, derrière nous. Entre la pression des investisseurs, qui est réelle, entre les réglementations, qui sont puissantes, aussi bien sur le neuf que sur l'ancien, le sujet, il est globalement derrière nous. Je parle bien des sujets de production de logements ou de gestion des stocks de logements. Là où on a encore un formidable enjeu devant nous, me semble-t-il, c'est de gérer des injonctions contradictoires. Ce qui est toujours complexe. Nous avons un premier fait. Ce fait, c'est que la France, comme d'ailleurs l'ensemble de la planète, est en démographie positive. Et comme nous sommes en démographie positive pour les 40 ans qui viennent encore, nous avons besoin de produire des mètres carrés d'immobilier. Des mètres carrés de théâtre, des mètres carrés d'école, des mètres carrés de logement, des mètres carrés de centres commerciaux. Bref, on a besoin de produire des mètres carrés pour répondre
à cette démographie positive. Donc pas de décroissance. Premier élément, mais là encore, c'est juste des faits. À partir du moment où il y a plus d'habitants, mécaniquement, il faut pouvoir les loger, il faut pouvoir qu'ils s'amusent, il faut pouvoir qu'ils se cultivent. Bref, on a besoin de répondre à cette équation démographique. Parallèlement à ça, nous savons également que nous avons évidemment un enjeu climatique à traiter et plus généralement un enjeu environnemental. Or, quand on regarde la première cause de production de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. Et c'est là où, pour moi, le prisme est le plus important, c'est que ça fait des centaines d'années que le mode d'absorption de la démographie positive, c'est l'étalement urbain. Quand vous regardez toutes les cartographies mondiales, les villes s'étalent de plus en plus, et le mode d'absorption de cette démographie, c'est donc l'étalement urbain. Et là, on a une contradiction majeure à traiter. Il faut qu'on arrête l'étalement urbain, qui est notre modèle depuis des milliers d'années. Mais on ne veut pas de surdensité. Et de l'autre côté, il faut qu'on absorbe une démographie positive. Donc, nous avons besoin, très clairement, de penser différemment la production de mètres carrés d'immobilier et de le penser non plus à plat, mais un peu plus en vertical. Et là, effectivement, on se retrouve avec une troisième injonction contradictoire, c'est que la plupart des collectivités locales, répondant à l'attente de leurs habitants, ne veulent pas entendre parler de verticalité et de densité. Et c'est là qu'il va falloir que les responsables publics, divers et variés, assument cette contradiction et acceptent d'une façon ou d'une autre de dire que si on veut penser la société à 20 ans, à 30 ans, et répondre à ces enjeux contradictoires, il va falloir assumer cette verticalité. Et pardonnez-moi l'expression, tant pis s'il y a des oppositions quotidiennes. Notre boulot, d'une façon ou d'une autre, c'est d'assumer. Premier élément, peut-être un peu macro. Deuxième élément, on sent qu'ensuite, promoteurs immobiliers, comme les collègues l'ont évoqué à l'instant, nous prenons évidemment des engagements, et des engagements forts et puissants. Côté d'Emerige, nous avons, pour ce qui nous concerne, évidemment pris notre trajectoire carbone, avec un objectif à moins 44% à horizon 2031. On va dans un premier temps travailler principalement sur la question énergétique, en arrêtant de déposer un seul PC dès cette année avec une énergie carbonée. Donc on sera à 100% PC décarboné dès cette année, ce qui va nous permettre d'aller assez vite sur la partie énergétique de la RE 2020, et puis ensuite sur la deuxième grande partie, le deuxième grand champ de travail de la RE 2020, sur les matériaux. On va y aller plus progressivement parce que c'est plus coûteux, parce que techniquement on est moins aujourd'hui affûté pour y arriver. Et notre objectif final, c'est d'aboutir en 2030 à une RE 2020 -10. Ça, c'est exclusivement la partie RE. Ensuite, il y a d'autres sujets qui ont été évoqués par un des deux grands témoins, qui est de se dire que la question environnementale ne se limite pas à la question climatique. Et pour nous, la question notamment de la biodiversité est essentielle. On a créé une charte de la biodiversité. Alors le mot charte est toujours un mot... ça fait chic, ça fait chic. Mais nous, on s'est créé une charte opposable à nous-mêmes. C'est-à-dire que cette charte, c'est devenu la loi, entre guillemets, interne d'Emerige en matière de biodiversité, et on s'oblige à respecter des objectifs contraignants, pas du « il faudrait », ou pas uniquement des verbes, vous savez, qu'on met dans toutes nos chartes en général. Là, on a des obligations contraignantes, objectivées, qu'on s'oblige à appliquer dans nos PC. Et puis, chaque promoteur a son histoire. Il se trouve que pour ce qui nous concerne, si j'en reviens aux autres sujets qui ont été évoqués tout à l'heure, pour ce qui nous concerne, nous sommes un promoteur de l'urbain. Et nous avons aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire le ZAN dans nos propres productions à objectif 2025. De l'urbain en Île-de-France, en plus. Île-de-France, principalement, Nice un tout petit peu. Donc c'est plus facile pour nous, quelque part, de faire le ZAN que pour les promoteurs, évidemment, qui ont une assise territoriale très différente. Donc nous, on a 3 axes. On a une trajectoire carbone, on a cette charte biodiversité et on a un objectif ZAN dès 25.
Alors maintenant qu'on a évoqué, je crois, un peu l'ensemble des questions générales, de principes, etc., j'aimerais qu'on rentre dans des questions extrêmement concrètes. Parce que Benoît Paré nous parlait d'injonctions contradictoires. Et est-ce que, pour beaucoup d'entre vous, il n'y a pas justement des sujets qui sont parfois extrêmement contradictoires? Je voudrais commencer par Marc-Antoine Jamet. Moi, je suis avec passion les tweets de la ville de Val-de-Reuil. Je vous conseille d'ailleurs de vous abonner à cet excellent compte Twitter. Et j'ai appris que vous étiez quelque part dans l'obligation de détruire, dans le cadre d'une opération, des immeubles des années 60-70. Alors pourquoi ce choix? Comment est-ce qu'on fait ce choix? Pourquoi faire ça plutôt que de réhabiliter? Quelles ont été vos motivations? Comment ça marche quand on est face à un sujet de ce type-là? Et puis on fera un tour de piste sur ce sujet. Je peux vous rassurer, Pascal, j'ai un tout petit peu moins de followers que Kim Kardashian. Bon? Je suis après. Mais, non, mais trois paradoxes. D'abord, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Benoît Paru parce que quand il parle de sa ville ou quand il parle de son entreprise, il en parle à la fois en étant compréhensible et en même temps en étant théoricien. C'est-à-dire qu'à la fois, on en tire des idées générales qu'on peut appliquer à soi-même, donc il n'est pas égoïste, et en même temps, ça brille par l'intelligence et la force. Notamment, je me rappelle d'un long propos à Chantilly qui était absolument passionnant un soir sur pourquoi, à partir du moment où on n'a pas d'université dans sa ville, on fait partir toutes les élites et qu'on se retrouve socialement, fatalement, avec une sociologie déficitaire et une vacance immobilière qui suit, et une vacance immobilière et une déchéance, etc. Mais là, je ne suis pas d'accord. C'est le même problème qu'Emmanuel Wargon. Oui, d'accord, le mitage urbain, c'est scandaleux, la densité urbaine, elle devrait être fatale. Mais c'est faire fi de la préférence française pour la maison individuelle. Moi, tous les gens qui passent dans mon bureau le samedi après-midi me disent « Monsieur Jamet, je suis au 4e étage, je suis vieux, je suis handicapé, je ne suis pas en forme, j'aimerais tellement un jardin, il y a les enfants, etc. » Est-ce que vous avez, dans le logement social, une maison avec un jardin ? Que je n'ai pas généralement, mais donc c'est cette préférence qui est là et qui rend les choses compliquées. Parce que là, il y a un autre point de vue, c'est que quand on veut faire de l'individuel groupé ou quand on veut faire du collectif, soit on le fait à Paris et c'est morland, mais malheureusement, dans une ville comme la mienne, où il doit y avoir à peu près 20% de chômeurs, je ne suis pas certain que Emmerich demain fasse un restaurant exceptionnel au sommet, un hôtel exceptionnel avec une compagnie hôtelière, etc. etc. Puis il n'a pas la vue sur la Seine. Donc il y a un problème quand même d'innovation architecturale, d'innovation technologique et d'innovation écologique dans un logement qui deviendrait séduisant mais néanmoins rentable pour ceux qui le construisent. Parce que quand je dis ça et que je vois arriver un certain nombre de mes collègues, je ne vais pas leur demander de construire un logement qui vaut 3 fois en prix de sortie, qui seront capables de le vendre. Mais il y a quand même cette dimension-là. Oui, si tout le monde était sérieux, il y aurait l'individuel groupé. Oui, si tout le monde était sérieux, il y aurait du collectif. Oui, si tout le monde était sérieux, il y aurait du vertical. Sauf que personne ne veut y habiter et que c'est souvent moche. Donc il y a quand même c'est pas toujours très beau. Il y a des mouvements, donc c'est bien, on donnera la parole à la salle d'ailleurs. Soyons sérieux, l'individuel groupé de la banlieue nord n'est pas toujours ce qu'on a vu de plus beau. Le collectif chez moi, pardon. Pourtant c'est très dense. Oui, l'individuel groupé ou le collectif séduisant est l'alternative à la maison individuelle. J'en suis tout à fait d'accord. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut mettre un peu plus d'argent, un peu plus d'innovation, un peu plus d'intelligence, un peu plus de beauté. Voilà, c'est tout. Parce que sans ça, vous avez le handicap social et le handicap comportemental qui ne sera jamais... Voilà, les gens chez moi, le samedi après-midi, les gens ne veulent pas aller dans un collectif. Ils ne veulent pas d'individuel groupé. Donc, séduisez-les. Arrivez à les convaincre, montrez-leur des choses dans lesquelles ils vont aller. Et ça, c'est quand même beaucoup votre responsabilité. C'est un peu la mienne aussi, mais c'est la vôtre. La deuxième chose, il y a une chose qui est fondamentale. Moi, je veux bien écologiser tout ce qu'on veut. Sans dispositif d'incitation pour un certain nombre de partenaires qui ont des réalités économiques, jamais ils ne viendront et jamais ils ne mettront le surplus. Donc la question du zonage Pinel, du logement intermédiaire et de sa capacité à être aidé par l'État dans des zones où, très franchement, et moi je le comprends, quand Altarea et Nexity viennent dans ma commune, IBS, le groupe 3F et CDC, ils sont beaucoup. Bien sûr. C'est un miracle. Et si Emmerich venait dans ma commune, je ne sais pas, je mettrais une cierge à Saint-Antoine-de-Padoue ou à Saint-Rita, j'en sais rien. Mais voilà, non, mais en tout cas, on pourrait pleurer. Donc ça ne se fera pas naturellement dans le germe de ville de Val-de-Reuil. Expliquer que je vais y mettre des cadres supérieurs dans une résidence avec piscine sur le toit, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est un logement social dur qui a été construit dans les années 80. Donc, deuxième paradoxe, moi je veux bien tout ce que vous voulez, mais ça va être compliqué. Donc si c'est pas avec de l'innovation et de la beauté pour faire en sorte que le collectif et l'individu groupé prennent le pas sur la maison individuelle. Si ce n'est pas 2, fortement incité pour que des gens que je respecte totalement, et très franchement, je leur dis le premier, quand les promoteurs viennent chez moi, je leur dis, il y a 2 solutions, soit on va prendre un risque fou tous les deux,
mais je crois que c'est peut-être pas comme ça qu'on va commencer. Soit on va construire en périphérie, au bord de l'Eure, dans la forêt de bord, et il m'écoute davantage, et je le comprends. Et troisième chose, c'est la déconstruction par rapport à la réhabilitation, puisque évidemment, il y a une chose qui est simple, c'est que la déconstruction permet immédiatement la réhabilitation énergétique, puisqu'on part de rien. Mais il y a trois éléments que je voudrais vous soumettre. Il y a d'un côté l'écologie, de l'autre côté, il y a la psychologie. Et quand on fait de la réhabilitation, simplement, au lieu de la construction, ça coûte les yeux de la tête. Moi, je me rappellerai toujours de Borloo, qui m'avait dit deux choses, un de vos prédécesseurs. La première, je le maintiens, parce que je le dis toujours, c'est Val-de-Reuil, je sais où c'est là où je dis à Béatrice Schoenberg, sur la route de Deauville, que j'ai envie de pisser. Voilà, c'est le ministre de la Ville aux habitants. Et donc, on avait compris que la vessie de Jean-Louis Borloo tenait entre Paris et 100 km Val-de-Reuil, et qu'avant Deauville, il fallait faire un arrêt qui était fort. C'était tout à fait agréable dans ma commune, ce qui était fort, mais en même temps, il avait apporté 100 millions d'euros. Donc, la blagounette à 100 millions d'euros, moi, je l'accepte, et j'avais beaucoup applaudi, beaucoup ri. Et la deuxième chose qu'il m'avait dit, c'est on était tard dans l'après-midi. Possible. Voilà. Des explications, alors. T'es complètement con. Si tu me demandes de la réhabiliter, je te filerai pas une thune. Ça va être refait à leur fin. Je cite le ministre, et c'est pas totalement faux. Donc il y a deux choses. C'était en off, peut-être, quand même. C'était devant une centaine de personnes. Ah, d'accord. Donc il y a trois choses. Il y a l'architecture, l'histoire, les souvenirs. Les gens sont nés dans un quartier, on leur dit on va le réhabiliter par la déconstruction, ça pose un problème. Je vais chiffrer, j'ai 7500 logements, j'en détruis 1000. Allez dans le 16e arrondissement, ou dans le 7e, dans le 6e, et dites-vous que le paysage que vous avez, vous allez en détruire un 6e. Ça va vous faire bizarre du côté du Luxembourg. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont des traumatismes. Or, la voie de la réhabilitation énergétique et écologique passe quand même par la déconstruction totale. La deuxième chose, c'est que la réhabilitation elle est moins consommatrice de matériaux, mais qu'elle coûte beaucoup plus cher. Très gentiment, le groupe 3F avait racheté un bailleur déficient dans ma commune, un ensemble de 150 logements à peu près, qui s'appelait le quartier du Mail. Je crois que la personne qui avait autorisé ce rachat est à ma gauche et je l'en remercie. Il faut toujours la remercier. C'était quand même un bailleur déficient, un autre bailleur plus gros et puis fiable et efficace qui rachète. Donc la question s'est posée. C'était 120 000 euros par logement pour des logements qui valent moins de 80 000 euros. Quand même compliqué de rajouter 100 000 euros. Donc, voilà un certain nombre. Et puis, il y a la question quand même, oui, la réhabilitation écologique et énergétique, mais enfin, il y a quand même l'idée, et ça, je me tourne vers Philippe, de détruire des choses qu'on a construites il y a seulement 40 ans. Il y a les cathédrales, il y a les châteaux forts, et le logement social ou le logement pauvre ne durerait que 40 ans. Ce qui est quand même assez stigmatisant, c'est que vous êtes pauvre et votre logement il est tellement pauvre qu'il va durer une période pauvre, 40 ans. Voilà, c'est ça le problème. Et d'un autre côté, je vois bien que à la fin, un logement réhabilité, c'est 50% d'économie énergétique et écologique pour un locataire, et un logement évidemment déconstruit, reconstruit, c'est 75%. Donc, d'un côté, le pouvoir d'achat, de côté, l'avenir du climat. Il vaut mieux faire cela. Voilà. Et puis, ensuite, c'est vrai que la déconstruction, elle offre... quand j'ai dit incitation, il y a une deuxième incitation auquel je pense. Si on voulait tous qu'on utilise davantage de la paille, du bois, de la pierre, plutôt que du béton, plutôt que de l'acrylique, plutôt que du polystyrène, il va falloir faire en sorte que la TVA, par exemple, c'est une proposition de Philippe Madec, baisse sur ces matériaux qui sont les matériaux de l'avenir, plutôt que leur prix soit 3 fois plus cher. Parce que si on veut faire du logement pauvre avec des matériaux plus chers et sortir à un coût relativement faible, on va avoir une difficulté. Impossible. Donc, incitation globale par des systèmes type Pinel, donc baisse de la TVA sur les matériaux biosourcés, ça me semble une évidence. Et 3, déconstruction, mais en songeant un tout petit peu au coût psychologique que peut représenter des déconstructions massives. Voilà, surtout par exemple dans la ville comme la mienne, où la construction des années 60 est notre seul motif de considérable d'ailleurs, motif de gloire architectural, esthétique, etc. Nous, on prétend que, comme Le Havre, la ville pourrait être classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc voilà, donc si on la détruit, il n'y aura plus grand-chose à classer au patrimoine de l'UNESCO. Non. Anne-Sophie, peut-être une réaction à ce sujet, notamment de oui, alors une réaction, parce que de ce fait, on a beaucoup parlé, effectivement, réintervention sur le parc existant, et je ne suis pas tout à fait d'accord, effectivement, avec ce qu'a dit Benoît Apparu. Il y a une espèce de fracture, mes enfants. Oui, mais bien entendu, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Alors, peut-être que c'était un peu rapide, mais de dire que, évidemment, on est tous convaincus, je pense, les opérateurs, que la transition écologique, il faut y aller, on y va tous, d'ailleurs, de manière très déterminée. Mais pour autant, je ne considère pas que le sujet soit derrière nous, notamment
notamment sur le parc existant et notamment sur les sujets effectivement de consommation énergétique. Parce que si on regarde quand même le parc privé aujourd'hui, c'est 3 millions de, je pense, 5 millions de logements qui sont FG, qui restent à réhabiliter, avec des échéances qui sont quand même FG 2025-2028. Et donc, dans ce parc privé, bien sûr, il y a des propriétaires, donc il y a des dispositifs pour les propriétaires, puis il y a un parc locatif aussi. Et en tout cas, nous, de notre côté, il y a quand même une sorte d'inquiétude de se dire, au moment où on a quand même une crise de logement assez forte, y compris sur le locatif, je ne parle pas du locatif social, là, je parle du locatif privé, on peut avoir effectivement quand même des logements qui vont sortir du marché. Quelques centaines de billets. Disant, finalement, je ne fais pas les travaux, je ne loue pas, etc. Et qui ne fera qu'aggraver la crise du logement. Donc effectivement, la question de se dire comment on peut réintervenir sur ces parcs. Enfin, nous, c'est des sujets qu'on est en train de regarder, notamment avec des investisseurs peut-être qui n'iront pas, et se dire, il y a peut-être des parcs à racheter pour faire des travaux. Mais pour cela, nous, on va plaider auprès des pouvoirs publics pour pouvoir avoir du LLI dans l'ancien, du logement intermédiaire dans l'ancien, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. On peut faire que de l'intermédiaire dans du neuf. Donc se dire, voilà, par rapport à ce parc, plutôt qu'il reste en dehors du marché, voilà, comment on pourrait réintervenir dessus. On pense que le logement intermédiaire peut être une bonne solution, et pour les remettre à faire les travaux, qu'on sait maîtriser, et les remettre à la location. C'est pour ça que je pense quand même, ça fait peut-être partie aussi des injonctions contradictoires que tu évoquais, Benoît, mais je pense quand même que ce sujet-là, il est vraiment pas derrière nous. C'est un enjeu majeur et c'est demain. C'est demain matin. Donc je voulais juste réintervenir là-dessus. Après aussi, par rapport à ce que peut dire mon voisin maire de Val-de-Reuil, c'est qu'effectivement, on a aussi dans le parc existant des patrimoines très différents. Tout à l'heure, j'ai dit nous, on était très en avance. Effectivement, on a réduit de 40% nos consommations énergétiques sur le parc, voilà, en un peu plus de 10 ans. Mais on a aussi dans notre patrimoine une participation importante, quasiment une filiale, qui est sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Donc là, effectivement, on a les anciennes maisons de mineurs. Alors, c'est des logements en bande qui sont plutôt très beaux, parce qu'à l'époque, les compagnies minières souhaitaient attirer les meilleurs ouvriers. Et donc, architecturalement, c'est très beau. C'est classé à l'UNESCO. Donc, évidemment, pour les réhabilitations thermiques, c'est très compliqué. Et c'est un parc qui est complètement énergivore. Sur 60 000 logements, il y en a à peu près 20 000 à réhabiliter. Et mais voilà, c'était il y a le charbon gratuit, etc. Donc nous, on intervient dans cette filiale depuis peu, ça fait 4-5 ans. Mais vous voyez, 20 000 logements à réhabiliter pour passer de FHG à, on va dire, à l'essai, admettons, du C. Ça ne sera pas terminé, je pense, en 2028, même si, évidemment, on va mettre toute notre capacité pour essayer de terminer. Donc voilà aussi d'autres exemples, mais un peu dans ce que disait aussi Marc-Antoine Jammet, puisque ces logements, effectivement, aujourd'hui sur le marché, ils ne valent pas 100 000 euros, enfin, même réhabilités. Et réhabiliter une maison de mineurs aujourd'hui, ça va coûter 110 000 euros, je dirais, facilement, quoi. Vrai sujet. Emmanuel Cos. Oui, plusieurs réflexions. Peut-être la première, c'est la difficulté en fait à agir dans la rapidité. Ça a été dit, la temporalité par Philippe, et en même temps être dans le temps long. Parce qu'aujourd'hui, il faut absolument que ce que l'on fasse n'insulte pas en fait l'avenir, mais vraiment à 50 ans. Et notamment, je dis ça parce que Marc-Antoine t'a parlé du gaz. En effet, pourquoi il y a 70% du parc social au gaz? Parce que les pouvoirs publics nous ont demandé il y a 30 ans de passer au gaz. Oui. Tout, C'était l'injonction générale. Mais je vais juste raconter un souvenir, c'est en voyant Benoît que j'y pense. Il y a 11 ans, j'étais dans le bureau de Benoît qui était ministre. Moi, j'étais vice-présidente de la région avec le président de région, où je lui ai demandé son arbitrage pour qu'on fasse tout ce qu'on a lancé derrière pour Clichy-sous-Bois. Et en fait, c'est le premier lancement. Bon, ni Benoît ni moi, sachant que 10 ans plus tard, on serait là. Mais en réalité, ce qu'on a décidé en 2012, je me rappelle, c'était en mars 2012. C'était le moment où il fallait gagner des trucs. Ce qu'on a lancé à ce moment-là sur Clichy-sous-Bois, c'est ce qui permet derrière de faire tout le reste. Et de sortir un quartier. Et donc, avec Benoît, à l'époque, on l'a fait parce qu'on était convaincus que d'un point de vue urbain, on ne pouvait pas laisser cette ville comme ça. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il faut qu'on passe le temps long. Quand j'étais ministre, j'ai demandé en effet à CDC Habitat, et je m'en excuse, de racheter le bailleur du bassin minier. Mais pourquoi? Parce que si on ne faisait pas ça, on avait 60 000 logements qui seraient en déshérence aujourd'hui. Oui. Je vous dis ça parce que... personne d'autre pourrait le traiter. Exactement. Mais ça veut dire aussi qu'on doit aussi, dans nos métiers, on peut, même si on voit à 2-3 ans, ce que l'on produit, ce que l'on fait, c'est pour le siècle à venir. Donc on est obligé de penser comme ça. Dans le logement social, on est habitué parce qu'on réfléchit avec
notre modèle financier et nos prêts. Donc en fait, on est habitué à réfléchir à 60, à 80 ans, c'est le modèle économique de nos programmes. Mais même vous, enfin, dans le privé, vous pouvez vous dire, je m'en fous, dès que j'ai fini ce truc-là, je passe à un autre quartier. Mais non, en fait, ce que vous produisez, il sera là dans 50 ans, et peut-être faudra le réparer. C'est l'image aussi du promoteur qui est en cause. Et oui, alors oui, Un peu. en effet, mais aussi c'est parce que c'est ça notre difficulté aujourd'hui, c'est trouver les bonnes solutions qui nous permettent de changer la donne, sans en fait faire des erreurs. C'est très difficile de savoir si on ne commet pas des erreurs sur les nouvelles solutions bas carbone. Et ça, c'est une première chose. La seconde, je voulais quand même parler des enjeux de réhabilitation, peut-être plus pour le social, parce que Anne-Sophie a donné l'exemple de CDC Habitat, qui est évidemment très bon. La réalité dans le logement social, elle est moins bonne, même si notre parc est le moins énergivore de France, quand même. Mais on a 5,6 millions de logements et on a 1 million qui est en EFG. Seulement 80 000 G sur 5,6 millions, mais 1 million, notamment, on a 800 000 E. Et la vraie question, elle est là. Et dans ce patrimoine-là, on a du patrimoine centenaire, d'une qualité architecturale et de distribution des pièces qui est extraordinaire. On se retrouve sur la brique. Et on a, ce que dit Marc-Antoine, du logement quasiment jetable, en fait, on pourrait se dire, qui n'a pas de qualité, qui a été mal conçu, avec des mauvaises composantes. Et oui, il faut qu'on le fasse tomber. Et puis par ailleurs, on a l'habitat insalubre. On en parle très peu, mais il y a encore des villes qui ont de l'habitat insalubre, de l'habitat qui a été construit sans fondation. Oui. Pensez juste à ce qui s'est passé à Marseille. Mais tout ne sera pas sauvable. Et la question, c'est de trouver l'équilibre entre tout ça. Une des difficultés, au-delà du savoir-faire, c'est un sujet de financement, mais au-delà juste de l'argent, quelqu'un a parlé tout à l'heure du bonus écologique dans nos actions. Oui. Et je vais juste donner un exemple. Dans la RE 2020, si vous avez du gaz, qu'il soit vert ou qu'il soit pas vert, c'est la même manière de le calculer. Quand, en effet, on utilise du bois, de la paille ou tout ça, on n'a pas des surplus de subventions, d'avantages fiscaux, d'une taxe locale. Enfin, en fait, il n'y a pas aujourd'hui de bonus écologique pour faire mieux. Quand un promoteur privé, ce que tu racontes, Benoît, sur la question de la biodiversité, ou quand un bailleur demain décide de renaturer tout ça, on peut le faire parce qu'on estime que c'est nécessaire. Il n'y a rien financièrement qui nous dise que vous faites est intéressant, vous devez le valoriser. Alors si, ça va être valorisé dans nos agences de notation, quand on va se refinancer sur des marchés, mais je parle du modèle économique de ce que l'on produit. Et c'est ça qui est extrêmement dérangeant. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore... Moi, je ne parle pas d'éco-conditionnalité. Je pense plutôt de la question du bonus écologique. C'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de conditionner certains trucs pour être sûr que les gens font. C'est plutôt de dire que quand vous faites mieux et plus, vous allez être aidé. Et notamment, tout le débat que nous on a actuellement dans le logement social, et c'est aussi pour ça que j'ai porté l'idée du financement de la seconde vie. Alors vous qui faites par exemple des bureaux, vous êtes habitués à désosser entièrement des immeubles et à les refaire totalement. Dans le logement social, on n'avait pas les financements pour faire ça, du tout. Et pourtant, on le fait. Aujourd'hui, on le fait sur fonds propres et en fait, c'est financièrement intenable. Mais on le fait. Pourquoi ? La maire de Rennes, quand elle fait... avec Archipel Habitat, une seconde vie elle a 10 tours. Elle amène le métro au bas de ses tours pour désenclaver un quartier. L'ANRU lui dit, tu vas démolir. Et elle dit, non, j'amène un métro dans ce quartier, c'est pas pour sortir les habitants du quartier quand j'amène le métro. Donc je vais refaire tout. Mais ça veut dire sortir les habitants, désosser, refaire les planchers, faire de la mixité, enfin c'est tout refaire. Aujourd'hui, elle le fait totalement sur un financement en rue et fonds propres, parce que les prêts de la Caisse des dépôts n'étaient pas prévus pour ça, parce que l'État ne sait pas refaire des agréments, etc. C'est extrêmement complexe. Mais dans le logement social, on a des centaines d'immeubles comme ça. Et c'est vrai que par le passé, on les démolissait. Aujourd'hui, quand on voit la question du coût carbone, plus le fait que jamais on nous redonnera le niveau de densité de ces programmes en cœur de ville, très clairement. Et c'est ça aussi qui est en train de changer la donne. C'est qu'il y a beaucoup d'endroits où les bailleurs regardent à ne plus démolir, à changer l'usage et l'offre, voire à vendre une partie pour qu'il y ait de la mixité par le privé. Parce que sinon, on perd le nombre de logements qui étaient offerts, notamment parce qu'on n'arrive plus, avec les élus et les habitants, à faire passer ces sujets-là. Et il n'y a pas que des sujets où la densité est énorme. Et ça, je pense que c'est un enjeu évidemment très important, mais néanmoins, rien ne valorise le fait du carbone évité. Et aujourd'hui, enfin, on ne va pas ouvrir un débat sur le marché du carbone, mais il y a aussi ça quand même qu'on peut s'interroger dans nos activités. Le fait qu'il n'y ait pas un coût carbone, un prix carbone, et qu'on ait, à part des prix, ça vous fait une belle jambe d'avoir des prix et des labels, mais la question quand même du modèle économique, elle joue à mon avis demain pour faire mieux et pour massifier, parce qu'aujourd'hui on est encore dans de l'excellence, mais on n'est pas encore dans la massification.
Jacques Herman, un mot, puis Philippe Pelletier, peut-être sur le coût carbone, ça serait bien. Jacques. Oui, moi je voudrais évoquer le sujet de la temporalité, qui me paraît très intéressant. La réponse, c'est ni trop lentement, ni trop vite. Donc, ni trop lentement, un peu de Normandie, peut-être. Voilà, premier exemple, c'est en fait, on parle de filière industrielle. Donc là, la réussite, je voudrais parler de Woodeum. Woodeum a réussi à intégrer complètement toute la filière de production de bois CLT. Ils sont très forts en conception, ils réussissent à regagner dans la conception, une conception assez simple, une partie du surcoût de l'emploi du bois. Après, dans la construction, évidemment, recours massif au CLT avec la filière industrielle, les accords qui vont bien triennaux sur la fourniture de bois avec le spécialiste mondial du CLT. Et puis on sait que dans l'usage, le bois est extrêmement vertueux et permet énormément d'économies d'énergie notamment. Donc ça, c'est un super exemple. À l'inverse, je suis préoccupé, moi, par la filière industrielle du bas carbone, du béton bas carbone. Je ne vois pas démarrer de projets d'usines importantes, volumiques, qui préparent pour 2028 l'usage massif de béton bas carbone. On voit un peu de béton bas carbone, on voit des adjuvants par-ci, on voit des trucs par-là. Mais où sont les usines modernes qui vont fabriquer à grande échelle le béton bas carbone qu'on devra substituer en 2028 au béton normal? Je ne les vois pas, peut-être que je me trompe, ça me préoccupe beaucoup. Il me semble qu'on va trop lentement. Voilà. L'autre exemple, à contrario, c'est aller trop vite. Là, il y a des exemples fameux. Les Gilets jaunes, c'est l'exemple d'une politique qui allait trop vite en matière environnementale. On s'est réveillé un matin, on a collé les 80 km/h et tout, la taxe carbone, on a mis le feu aux campagnes ou aux périphéries. Grosse crise sociale, paralysie de l'économie. C'est l'exemple type où finalement, un grand acteur qui doit trouver son chemin dans un triangle de contraintes qui est l'économique, le social et l'environnemental, c'est juste gouré parce qu'il est allé beaucoup trop fort, beaucoup trop vite sans préparation dans le sens de l'environnemental. Il a déréglé le social et l'économique d'un coup, c'était bien réussi. Bon, ça, c'est assez important. Aujourd'hui, il me semble qu'on va trop vite sur le déclassement des logements anciens. On en a parlé tout à l'heure, les DPE. On ne va pas savoir faire. Et si on le fait, il va manquer de logements locatifs massivement. Il y a déjà 7 demandes de logements locatifs à Lyon pour une offre, 5 et quelques à Paris. Donc la crise du logement locatif, elle est là, elle est devant nous, tout le monde la nie. On ne fabrique pas assez, on ne construit pas assez, il n'y a pas assez de logements locatifs, on va en retirer du parc. On démantèle les politiques d'incitation des investisseurs particuliers privés en faveur du locatif, etc. On va direct dans le mur, dans une inconscience totale et le déni absolu. C'est l'exemple de politique où on va trop vite. Voilà. Donc c'est très intéressant, je trouve, le sujet de la temporalité. Il faut trouver les bons réglages et penser intelligemment. Voilà. Stéphane, un mot. Je sens que Stéphane prend le micro et on donnera la parole à Philippe. Non, mais parce que c'est évidemment des sujets qui nous préoccupent. Oui. Je ne sais pas si on va trop vite, mais on ne s'en donne pas les moyens d'aller assez vite, en fait. Je pense que la sortie massive des étiquettes, il fallait le faire, mais il n'y a rien en face pour compenser. Et c'est ça la difficulté qu'on a. Et effectivement, la production de logements neufs, elle ne suffira jamais, surtout en ce moment, pour retrouver un parc locatif digne de ce nom à des gens qui ont besoin de se loger. Et là où je suis rassuré, c'est qu'on est tous d'accord sur un fait, c'est qu'on a besoin de logements. Donc si on pouvait... Oui, en même temps, si là, il y avait un avis différent, ça serait un petit peu angoissant. C'est plutôt bien. Après, la vraie difficulté de notre métier, c'est que notre temps de production n'est pas compatible avec ce que l'on veut en faire. Je ne mets même pas... ne parlons pas des permis de construire. Non, mais voilà, là, c'est pas un sujet derrière nous non plus, ça. Mais bon, un jour, ça va se régler. Mais entre la détection d'un terrain et la livraison, il y a 5, 6, 7, 10 ans. Oui, 10 ans. Donc, comment on fait pour être en avance de phase 10 ans avant? C'est ça, vraiment, la difficulté. Hein. Alors, on teste, oui. On teste des sujets. Nous, on est en train de lancer à Lyon le fameux 22-26, qui commence à faire beaucoup d'articles, avec une promesse, 22 degrés minimum l'hiver, 26 degrés maximum l'été, sans besoin énergétique. Je dis sans besoin énergétique parce que la réglementation nous impose de mettre quand même un chauffage. Bon, au cas où. Mais il n'empêche qu'on n'en a pas besoin, donc on va le tester, on va voir, et puis après, il va falloir réussir à l'industrialiser pour, et c'est ce que disait Emmanuel, pour pouvoir massifier tous ces sujets.
Mais on est un peu pas dans une impasse, parce qu'on a tous envie de bien faire. On est tous très moteurs pour accélérer. Mais en face, il faudrait un petit coup de main. Oui, ça serait bien. Je crois qu'on est quand même tous, vous avez tous envie d'avancer énormément. Philippe, sur le bonus, par exemple. Un mot sur en prolongement des deux dernières interventions, qui, en somme, posent la question de l'état de la filière, et j'emploie je reprends le mot industriel au sens auquel je l'emploie souvent, en parlant de l'industrie immobilière qui, selon moi, va des industriels, les matériaux et les équipements, jusqu'à ceux qui gardiennent l'immeuble, en passant par l'ensemble de la chaîne de ceux qui construisent, entretiennent, mesurent, financent, assurent, vendent, louent, et essayent de faire du beau, je pense, aux architectes. Dans toute cette chaîne, je dis quelque chose de banal que, somme toute, les deux intervenants précédents ont suggéré. Moi, je dis, on n'a pas réussi encore la mue de cette industrie immobilière comme les autres branches de l'industrie en France ont réussi à la faire. On a sur cette tribune des écuries de Formule 1 qui sont au top. Et on n'a pas l'industrie généralisée pour servir l'ensemble des ménages sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. Nous avons un relatif échec que je prends parce que j'ai été associé de très près à la création de cela. C'est ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité des aides. Nous avons dit, j'ai poussé dans ce sens, nous avons dit, en pensant que c'était une bonne idée, qu'il fallait que pas un euro d'argent public soit entre les mains d'un professionnel qui n'ait pas un niveau de performance minimum. Bon, éco-conditionnalité des aides, ça s'appelle certification RGE, reconnue garant de l'environnement. 10% des artisans en France ont cette certification. 55 000 par rapport à 550 000 artisans du bâtiment. Et puis ça n'augmente pas. Ça n'a pas augmenté. Ça n'a pas augmenté. C'est un échec. C'est un échec qui a plein de raisons. La première étant que la population en question, 550 000 artisans qui emploient au total 650 000 personnes salariées. Ça veut dire que si on prend les entreprises artisanales de taille moyenne qui ont par définition plusieurs salariés, la grande majorité des artisans sont des entreprises unipersonnelles. Et là on a une injonction contradictoire, pour reprendre l'expression de Benoît, on a à la fois un ardent besoin d'emmener tous ces artisans dans cette transition, parce que c'est eux qui font l'aménagement du territoire, c'est eux qui permettent à ce que des petites communes aient encore des écoles ouvertes, parce que leurs enfants y sont partout sur le territoire, et en même temps, c'est ultra compliqué de demander à des gens qui travaillent tout seuls, dont les groupements ne sont encore aujourd'hui pas favorisés, même les groupements temporaires sont très compliqués pour eux à faire, de leur demander de se mettre au niveau de l'exigence de transition. Donc on a un sujet profond qui est celui que nous ne sommes pas bons dans la massification d'une offre performante sur l'ensemble du territoire. Et deuxième idée, quand on compare l'industrie immobilière avec les autres branches de l'industrie, alors on a un secteur d'une pauvreté affligeante, sauf dans quelques écuries de Formule 1, qui est la recherche et le développement. C'est tout à fait anormal que nous ne travaillions pas tous ensemble à prévoir les bâtiments de demain, et je tends la main à Benoît, parce que j'imagine qu'il va avoir envie de parler des maisons. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité à dire que il faut éviter l'étalement urbain et il faut donner satisfaction à ceux qui veulent une maison. Je pense
que nous n'avons pas encore exploré à fond ce que les Anglais font mieux que nous, qui sont les maisons de ville. Nous n'avons pas exploré une façon de donner satisfaction aux gens différemment. Et je crois que là aussi, nous ne sommes pas assez exigeants collectivement vis-à-vis de nous-mêmes. Nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Et dans le « nous », je me mets dedans parce que voilà, presque 15 ans, mais c'est très positif de dire ça. Ça fait presque 15 ans que j'œuvre dans ce secteur. Nous ne sommes pas au bon niveau, me semble-t-il. Puisque Benoît Apparu a été sollicité par Philippe Pelletier, on pourrait lui donner la parole. Et puis il y a des gens qui ne sont pas totalement d'accord avec lui. Donc allons-y. Mais oui, c'est toujours rassurant. Parce qu'au fond, on s'ennuierait aussi. Et finalement, je pense qu'on n'est pas si en contradiction. Non. Quand on évoque la verticalité, la densité, on sait qu'on utilise des termes qui, aujourd'hui, effraient nos populations et nos collectivités locales. On est tout à fait d'accord avec ça. Et donc, on a encore ces fameuses contradictions à générer, à assumer. Aujourd'hui, les modes constructifs nous montrent que l'on sait faire des immeubles à plat, avec la nappe de parking qui est en dessous, et les maisons anglaises qu'évoquait Philippe à l'instant, avec le jardin derrière. Donc, de ce point de vue-là, on peut gérer ce type de contradiction sans difficulté. Et d'autant plus que quand on regarde l'échelle de densité, le plus dense, c'est le haussmannien. Parmi le moins dense, c'est l'habitat social des années 60-70. Parce que la nappe de parking et d'espace vert est telle que c'est très haut, que ça a détruit dans l'imaginaire collectif français l'intérêt potentiel des tours. On aime beaucoup celle de New York, on n'aime pas les tours françaises, alors qu'on peut très bien, aujourd'hui, avec les règles de densité, se dire que la maison en bande avec le jardin derrière est beaucoup, beaucoup plus dense que l'immeuble des années 60-70 qu'on a à Châlons ou au Val-de-Reuil. Et donc, à partir de là, on peut, sans aucune difficulté, faire de la gestion parcimonieuse de nos sols en faisant de la densité et en répondant à l'attente de nos populations. Premier élément. Deuxième élément, quand j'évoquais, par rapport à ce qu'évoquait Anne-Sophie, quand on évoquait tout à l'heure la question du « c'est derrière nous oui. », dans mon idée, c'était, en gros, si on se projette sur les difficultés qu'on va avoir à 20-30 ans, je pense que les questions réglementaires ont en partie répondu aux équations qu'elle évoquait. Alors évidemment, ça va être compliqué à faire. Évidemment, il y aura des ratés. Évidemment, on va avoir des périodes d'inadéquation entre des logements qui vont probablement sortir du marché locatif alors qu'il y a un besoin, évidemment, sur le marché locatif. Mais j'ai le sentiment que ces problématiques-là sont quelque part derrière nous, qu'elles sont non pas réglées dans le sens mise en œuvre, oui. mais qu'on a tout ce qu'il faut à peu près pour le faire. Peut-être un dernier bémol dans nos contradictions diverses et variées, c'est qu'il va falloir aussi les uns et les autres qu'on évite la tentation que nous pouvons avoir collectivement, à chaque fois qu'on veut régler un truc, de demander des sous à l'État. Ça, c'est un grand classique en même temps. C'est un grand classique, mais il y a un moment, on va atteindre un petit peu de limite sur ce sujet-là. Donc je sais bien qu'on doit faire un bouclier pour les artisans, un bouclier pour les entreprises, un bouclier pour les collectivités locales, un bouclier pour les bailleurs. Je me pose toujours la question de savoir qui sera le bouclier de l'État dans la matière. On a un petit sujet quand même par rapport à ça. Et donc il va falloir aussi qu'on réfléchisse à toutes nos questions sans forcément à chaque fois demander un chèque à l'État. Ça, je sens que c'est l'ancien ministre du Logement qui parle aussi, peut-être. Non, en l'occurrence, le ministre du Logement, il a plus de tendance à demander des sous à celui du budget. Ben oui, mais ça ne marche pas toujours, me semble-t-il. Avant que nous concluions ces débats, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions dans la salle? Parce qu'il faut que nous arrêtions à 11h15, puisqu'on va commencer la cérémonie juste à côté à 11h30. Est-ce qu'il y a des questions? Soyez courageux et courageuses. Et on vous donnera un micro. Enfin, je vous donnerai un micro. Peut-être pas de micro, si vous avez... Oui, alors, il faut toujours qu'il y ait un courageux ou une courageuse qui ose. Non? Aucun courage? Je vois des architectes là qui ont envie de poser des questions, non? Vous êtes sûr? Ah! Eh bien, j'en vois un. Il est courageux, on va lui donner un micro et il va se présenter, même s'il est connu, et il va nous poser une question. Bonjour, merci. Guillaume Dujon, architecte singulier. J'ai entendu parler de beaucoup de sujets, coût global, et je pense qu'il
les organismes sociaux ou parasociaux sont les mieux placés pour gérer cette problématique. Il est vrai que quand on construit un logement, penser aux consommations, au mode d'énergie et au second loyer, comme vous le disiez, c'est également important. Dans l'acte concret d'un permis de construire, en fait, c'est parfois une question malheureusement un petit peu secondaire. Et on est amené à répondre davantage à l'urgence qui est le projet lui-même et de sortir l'opération. La réflexion en fait globale, et vous parliez aussi de faire du beau, donc je suis ravi en fait que nous soyons associés à cela. Le sujet qui me semble essentiel, c'est certainement la mutualisation, puisqu'on est sur des nouveaux process, des nouveaux matériaux, une expérimentation globale. On a vu arriver il y a longtemps en fait, la réglementation thermique, donc je pense que tout le monde avait tremblé à l'époque, il y a eu plus d'une décennie. Puis finalement, on l'a bien absorbé. Par contre, aujourd'hui, il y a un vrai challenge, puisque c'est ajouté à cela la problématique en fait, de quantifier le carbone qui sera à la fois inclus et produit en fait, par le bâtiment. Même si c'est d'une certaine manière un avantage concurrentiel, la question en fait, que j'ai envie de poser et aussi un peu vous exhorter les personnes en fait, qui sont présentes à la fois dans la salle et surtout sur la scène, c'est est-ce qu'à un moment, en fait, il ne faut pas qu'on se mette tous autour de la table et de mutualiser véritablement, de se dire, là, en fait, on est face à un enjeu qui dépasse nos entités respectives et on va un peu serrer les coudes pour faire mieux tous ensemble. Alors, est-ce qu'on mutualise? Est-ce que vous êtes d'accord pour mutualiser? J'ai l'impression qu'on mutualise depuis un moment au plan bâtiment durable, mais est-ce que... Emmanuel? Il y a une chose, en écoutant cette intervention, on en a très peu parlé, mais dans la transition environnementale, on a un sujet, c'est le poids de la data. Et on n'en a pas du tout parlé, mais en réalité, on peut faire tout ce qu'on veut. Si notre capacité de renseigner la data n'est pas faite de bonne manière, on est planté. Vous savez, moi j'ai reçu il y a 2 jours un DPE sur un bâtiment qui devait être en AAA, sauf que le diagnostiqueur, le réseau de chaleur qui est en géothermie, n'a pas mis à jour la data et donc il m'a sorti le bâtiment en D. Ça m'a un peu gonflé parce que c'était quand même un patrimoine social neuf. Et donc, 3 mois de travail pour récupérer la bonne data parce que ça n'a pas été fait. Vous pouvez penser que c'est un exemple, c'est pas un exemple, c'est beaucoup d'exemples comme ça. Sur la RE 2020, on va être planté si les fiches techniques ne sont pas bien remplies. Il n'y a pas que Saint-Gobain, et c'est un des sujets, et on n'en parle pas du tout. Et après, sur la mutualisation, moi, j'ai quand même vu quelque chose d'assez réjouissant dans la séance plénière du CNR, c'est que face à un diagnostic sur lequel, je pense, ça nous a tous mis en furie, je pense qu'on mutualise des approches, des manières de faire, même une augmentation de la qualité quand même. Je pense que quand les promoteurs font de la meilleure qualité, les bailleurs aussi, par exemple, je pense qu'on fait monter le niveau global de l'exigence. Donc la question est peut-être plutôt demain, avec les histoires des boucles énergétiques et tous ces sujets-là, de savoir quand on est ensemble dans des quartiers, est-ce qu'on mutualise plus, mais c'est aussi le rôle des aménageurs de peut-être arrêter de nous mettre en concurrence et plutôt d'essayer de faire des communautés. Donc c'est un travail très différent, mais pourquoi pas. En tout cas, ça peut être une des pistes. Oui, travailler ensemble, ce serait une bonne idée, Anne-Sophie Grave. Oui, peut-être en réagissant, mais sur une autre partie de votre intervention qui était effectivement sur un peu les expériences sur les modes d'énergie, finalement, sur la construction. Nous, comme on est constructeur, mais on est aussi exploitant, c'est-à-dire on a un raisonnement de moyen et de long terme sur l'exploitation de nos bâtiments et donc forcément, effectivement, sur les modes d'énergie. Alors, c'est vrai qu'on voit arriver encore parfois des propositions en fait, de bâtiments chauffés au gaz. Là, on les refuse maintenant systématiquement et on demande de... Le gaz, ça marche moins maintenant. Oui, voilà, de modifier, gérer la source d'énergie. Il faut savoir que nous, par rapport à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, on est quand même, notre parc, il est à 60% aujourd'hui chauffé au gaz. 22%, c'est des réseaux de chaleur urbains et 17% l'électricité. Donc, évidemment, on accélère sur les énergies renouvelables et c'est là, effectivement, on a besoin aussi de beaucoup d'échanges et on va manquer surtout de retour d'expérience sur l'exploitation parce que le sujet d'un bailleur, c'est effectivement d'être très vertueux quand on livre, on a tous les labels, etc. Mais la vraie vie, elle commence le lendemain de l'entrée du locataire dans son logement, quoi. Et c'est là où, en général, les difficultés démarrent. Les ennuis commencent. Surtout avec toutes les nouvelles, nouveaux matériaux, nouveaux types de modes de chauffage. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a besoin, au niveau de la profession, je pense, d'avoir un petit peu plus de retour d'expérience, d'échanger, de mutualiser là-dessus.
Un dernier mot sur la mutualisation, Jacques Herman. Travailler ensemble, oui. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble à faire baisser le prix du foncier. Parce que tant que le foncier est là où il est, on ne va pas pouvoir arriver à boucler, à faire la quadrature du cercle entre ces enjeux environnementaux qui nous ont beaucoup occupés aujourd'hui, les enjeux sociaux, de pouvoir d'acheter, de pouvoir de louer, et évidemment, quand même, pas travailler à perte non plus du côté des promoteurs et des constructeurs. On sait tous que les fonciers sont trop chers, on sait tous que c'est la variable d'ajustement naturel pour arriver à faire des logements plus beaux, plus vertueux, mais on ne sait pas comment faire baisser les prix du foncier. Voilà. C'est une question ouverte. C'est une question ouverte. Stéphane Dalliard, comment on fait baisser les prix du foncier en ayant plus de projets, parce qu'il n'y a pas que le foncier. En fait, la rareté du foncier elle est indéniable, et le ZAN va sûrement un peu aussi y participer si on n'a pas cette densité en face, mais c'est surtout la concurrence qui fait augmenter le prix du foncier. Ah bah, supprimons la concurrence, mais pourquoi, c'est pas la solution. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de projets qui sortent. Ah oui. S'il y avait plus de projets qui sortent, s'il y avait moins de projets bloqués surtout, oui. Mécaniquement, il y aurait moins de concurrence sur chaque terrain et le foncier baisserait. Et je suis d'accord avec Benoît, on ne peut pas attendre toujours quelque chose de l'État sur notre métier, d'autant plus que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le temps de production est souvent incompatible avec les lois qu'on fait. Ça, c'est sûr. Mais nous, on aspire qu'à une chose, c'est à une certaine stabilité. Mais si on trouve un équilibre économique, donc trouver un équilibre économique, oui, ça passe sûrement, comme le dit Jacques, par une baisse du foncier. Ça passe aussi par une réadaptation peut-être du coût des matériaux, et c'est là où on va revoir. Après, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, et notamment beaucoup de sorties du parc locatif, ça va faire qu'une chose, hein, ça va faire qu'augmenter les loyers. Hein. Et augmenter les loyers, c'est en totale contradiction avec ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, à savoir préserver le pouvoir d'achat des Français. Donc il va falloir quand même aussi... J'entendais que Marc-Antoine Jamet avait une idée pour faire baisser le foncier, donc on la prend. Non, mais ce qui me fait rire, là, je retrouve en grand et en général et en théorisé ce que j'ai assez régulièrement dans mon bureau. Il y a 4 manettes. Il y a la manette du bien-être du locataire. Monsieur le maire, il faut absolument que l'environnement soit formidable, on a un grand pari architectural, c'est formidable. Il y a une deuxième manette, c'est celle des aides de l'État. Mais vous savez que vous n'êtes pas dans le bon zonage, etc. Il y a une troisième manette, c'est celle de la rente du promoteur immobilier. On est en train de s'éclater comme la patrouille de France, là. On a été très unis, puis plus du tout. Oui. Alors, vous comprenez, moi, j'ai des actionnaires, etc. Et alors, donc, j'ai eu, pardonnez-moi, monsieur le maire, j'ai eu une idée formidable en venant de votre bureau. Vous voyez, vous avez un foncier qui a été à 6 € chez moi pendant quelques temps, pas trop cher. Qui est aujourd'hui à 40, à 60, à 80. Oui. Écoutez, il y aurait vraiment une très très bonne idée. Revenir à 6. Ce serait vous revenir à 6 et que le foncier soit pratiquement donné. Alors voilà, oui, je suis en train de l'entendre du côté d'Altarea et de Nexity et ça me fait marrer. Oui, ce serait bien si les collectivités locales renonçaient au prix de leur foncier pour faire en sorte de bien loger les gens, renoncer aux aides de l'État et faire quelque chose de bien. C'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Non, deuxième chose. Mais c'est un peu ça quand même. En tout cas, moi, c'est la traduction que j'ai dans mon bureau. Deuxième chose, l'offre nouvelle, j'ai eu l'air d'être contre tout à l'heure. Non, mais il faut une offre nouvelle, pas simplement pour la croissance démographique, mais aussi pour intégrer le progrès, intégrer l'écologie. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un logement neuf qui intègre toutes les ressources du possible. Voilà, pardon, si je voulais dire ça. Et puis, Benoît Paru a totalement raison. Je veux dire, le mal de nos villes, c'est le mitage. Moi, j'ai toujours peur parce que j'ai un en rue sur la verticalité, immeuble de hauteur, parking souterrain et dalles. On arrive à s'en sortir, et notamment avec ce qui est fait avec ce qui a été fait avec le groupe 3F. En revanche, moi j'ai peur pour l'ANRU dans 10 ans, surtout que tous les bailleurs sociaux sont en train de vendre un par un leur petite maison. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un seul propriétaire, j'en ai 150. Qui est plus dur à gérer. Et qui vont avoir du mal d'ailleurs à payer. C'est ce qu'on appelle l'ANRU horizontale. C'est-à-dire tout cet océan pavillonnaire. Moi j'ai une ville Pompidou, elle était haute. Puis après j'ai eu une ville qui a eu peur et qui a voulu chacun sa maison individuelle. L'océan pavillonnaire. Le gars qui va arriver dans 20 ans pour gérer l'ANRU de l'océan pavillonnaire. Quand moi je fais un truc pour 100 appartements sur un tout petit périmètre, lui il va se faire une rue d'1 kilomètre et il aura satisfait 20 maisons. Mais il aura les mêmes problèmes que moi. Et je retiendrai de ce débat formidable, merci mesdames, merci messieurs, qu'il faut faire donc le foncier à 6 € et nous aurons trouvé beaucoup de solutions. Mais voyez, ça fait de la discussion naît, mais absolument, avec le foncier à 6 €, enfin nous pourrons trouver des solutions. Non, vraiment, soyons sérieux, je pense que nos débats ont été de très haute tenue et de très bon niveau. On a vu qu'il y avait des contradictions, mais nous le savions un petit peu en arrivant. Nous pensions que nous ne les résoudrions pas totalement
totalement, mais que, au fond, mutualiser, parler ensemble, réfléchir ensemble, ça n'est pas absurde pour faire avancer les choses. Et puis aussi récompenser les professionnels LE et LES qui sont ici aujourd'hui, c'est aussi bien normal. Et c'est ce que nous allons faire de l'autre côté. Les portes vont s'ouvrir comme par magie et nous allons remettre donc les trophées logement et territoire en vous remerciant beaucoup d'avoir participé ce matin dans des conditions d'extrême difficulté à ces débats. Grand merci et puis retrouvons-nous juste à côté dans un instant. Merci à tous et à toutes.